Après plus de 40 ans de lutte armée, le Parti des travailleurs, du Kurdistan, d'ailleurs, le PKK, a annoncé sa dissolution ce matin. C'est une décision qui fait suite à l'appel de son leader, qui est emprisonné d'ailleurs en ce moment, et qui marque potentiellement la fin d'un conflit qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc j'ai envie de te poser la question, c'est quoi les enjeux? Déjà, est-ce que tu peux expliquer, on va essayer de mettre tout le monde au même niveau pour pouvoir aller plus avant dans ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer de base ce que c'est que le PKK et la force politique que tient ce mouvement en Turquie? Oui, c'est une des principales, en fait, c'est une des principales forces politiques et branches armées en fait des Kurdes en Turquie. Donc son leader Öcalan a été un des grands artisans. Il faut savoir que ça faisait partie des minorités qui ont été et qui continuent d'ailleurs à être réprimées massivement par les autorités turques. Et du coup, ils ont mené une lutte armée. Il y a eu plusieurs tentatives de négociation. D'ailleurs, depuis que Öcalan est arrivé au pouvoir, à chaque fois, ça a capoté parce que finalement, politiquement, c'était assez dur pour le pouvoir turc d'accepter ces négociations. Et donc, on continuait à réprimer massivement et d'ailleurs à mener des conflits en Turquie, mais aussi, on l'a vu en Syrie et ailleurs, puisque la mouvance kurde, en fait, intervient sur différents territoires. Turcs, syriens, irakiens, etc. C'est d'ailleurs la particularité de ce peuple-là, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle communément le Kurdistan n'a pas de frontières. Exactement. Donc c'est des revendications qui sont aussi bien nationales qu'internationales. Et ce combat a duré plusieurs, en effet, décennies en Turquie. Et là, aujourd'hui, la volonté, en tout cas, de déposer les armes fait que puisqu'en fait cet appel rejoint celui qu'il avait émis en fait fin février, où il avait déjà appelé à déposer les armes. Là, c'est officiel, il appelle à sa dissolution. Aujourd'hui, c'est on le sait, des négociations ont lieu avec les autorités turques, en tout cas une branche, un des partis qui fait partie de la coalition au pouvoir. Erdogan n'en s'en est jamais caché parce que ça lui permettrait aussi de faire tomber un front intérieur et extérieur pour avancer sur un certain nombre d'autres sujets. On sait qu'économiquement, ça ne va pas très bien en Turquie. Donc on sait que ces négociations, s'ils déposent les armes, je pense que ça veut dire qu'il y a des garanties ou des choses qui évoluent pour aller dans le bon sens. Maintenant, il faudra, pareil, comme dans toute diplomatie, voir ce qui va se passer dans les prochains jours et prochaines semaines. On en avait parlé avec Pierre, qui était en Turquie dans une émission précédente, de la situation économique en Turquie qui fait que politiquement c'est très compliqué. Erdogan qui s'est taillé une constitution sur mesure pour pouvoir mater les oppositions. Et il y a eu en tout cas ces dernières semaines, ces derniers mois, de grandes mobilisations, notamment suite à l'arrestation du maire d'Istanbul. Et il y a la particularité, normalement, Erdogan ne peut pas se représenter avec la constitution actuelle. Et bon, du coup, on se pose un peu des questions quand il y a comme ça des grands changements politiques est-ce que Erdogan n'est pas en train de se faire un lit politique pour lui ou pour ses potentiels protégés. Il y a Hortbel qui nous pose une question qui dit: la fin de la guerre civile syrienne est-elle le moteur de cette dissolution? Non, parce que ces deux branches, pour le coup, là, d'ailleurs, la branche armée syrienne n'a pas dit que ça ne les concernait pas. Donc on sait que par contre, il y a des liens entre ces différents mouvements. On sait que des fois, ils vont se réfugier. Enfin, les zones sont assez perméables pour pouvoir se réfugier et reconstruire ses bases. Mais pour l'instant, ça n'a pas d'impact. Je pense que c'est vraiment la situation politique interne en Turquie qui fait qu'aujourd'hui, il y a des bougées. Parce qu'Öcalan, dans sa déclaration, je ne sais pas si, je crois que je l'ai peut-être noté, mais en gros, estime estime de tête, la lutte, je vais vous le dire dans un des communiqués, la lutte du PKK a fait tomber la politique de déni et d'annihilation de notre peuple, a mené la question kurde à un point où elle peut se résoudre à travers des politiques démocratiques et à cet égard a clos la mission historique du PKK. Donc pour eux, ils jugent que finalement la question kurde aujourd'hui fait partie de l'agenda d'Erdogan. Et que le travail est terminé. Et que le travail, entre guillemets, est terminé, puisque ça veut dire qu'il y a forcément des négociations qui sont enclenchées. Donc forcément, c'est pour ça qu'on arrive à cette dissolution.
Ça ne veut pas dire que d'ailleurs d'autres branches ne peuvent pas se créer si en effet il n'y a pas d'accord in fine. Mais on voit qu'en tout cas le contexte politique fait qu'aujourd'hui Erdogan est quand même affaibli. Sarah l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de manifestations et de protestations après l'arrestation du maire d'Istanbul, qui est un membre issu d'une autre mouvance politique. Mais on sait que par exemple le DEM, le HDP et d'autres partis qui font quand même des scores importants aujourd'hui aux élections turques, qui intègrent des Kurdes ou qui font partie des mouvements kurdes, politiquement, arrivent à protester, arrivent à avoir un impact politique aujourd'hui dans la société turque. Et donc, on voit que le sujet n'est plus honni comme il était il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc, on voit qu'en effet, aujourd'hui, la question plus kurde... périphérique. Exactement. Et la question kurde fait partie de l'agenda politique en Turquie. Donc, ils ont remporté, entre guillemets, cette victoire. Alors, au prix de... On parle de 40 000 morts. Ouais, c'est ça, 40 000 morts, des arrestations qui se poursuivent. Je veux dire, avant le CHP, donc, qui était le parti d'opposition en Turquie, Erdogan a fait énormément d'arrestations et semé énormément de troubles au sein des mouvements kurdes. Donc ça, là, parce qu'il y a Öcalan, mais il y a énormément d'autres leaders kurdes qui sont arrestés, qui sont toujours en prison, qui sont toujours incarcérés. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas ça fait partie des négociations, mais est-ce qu'ils vont être libérés ou pas? Parce qu'il y a une pression qui est énorme sur les Kurdes en Turquie. Petit quiz dans le chat. Est-ce que vous savez la population kurde correspond... Mais trichez pas, hein. Est-ce que vous savez combien la population kurde représente en termes de population en Turquie? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est un quart? Est-ce que c'est 4%, 5%? Dites-nous dans le chat ce que vous pensez. En attendant, je te pose une question et ne trichez pas vraiment. Je te pose une question en attendant. C'est le leader du PKK depuis la prison qui a incité à la dissolution. C'est fou d'avoir un mouvement qui est l'idée par quelqu'un en prison. Est-ce que c'est, on va dire, inhérent au PKK Oui, parce que c'est la grande figure. C'est lui qui avait failli aboutir puisqu'il y a eu des négociations qui ont été à chaque fois reportées, mais c'est lui qui les a menées avec Erdogan. Je crois que c'était avant le coup d'État de mémoire, enfin le faux coup d'État en 2015-2016, qui avait une possibilité d'ailleurs qu'il soit libéré. Pour aboutir à des négociations. Aujourd'hui, oui, c'est la figure qui représente le PKK et qui a permis justement de faire bouger politiquement en Turquie un certain nombre de choses. Donc on sait que c'est lui qui négocie avec bien sûr des gens qui sont à l'extérieur, puisqu'il s'appuie sur un certain nombre de cadres. Mais oui, c'est lui qui est la figure, on va dire, en Turquie, mais aussi au niveau international. C'est pour ça que ça pèse. C'est pour ça qu'il y a énormément de manifestations qui ont lieu tous les week-ends à Paris ou ailleurs qui appellent à sa libération. Donc on sait que c'est une des grandes figures, comme il peut y en avoir d'ailleurs ailleurs, par exemple dans le mouvement palestinien, des grandes figures à qui depuis la prison continue à mener la lutte politique, quoi. On nous dit dans le chat moins de 10%, je dirais 25%, 10 et 30%. C'est à peu près 20% dans la population turque qui est représentée par les Kurdes. On parle de 22 millions de Kurdes en Turquie, donc à peu près un peu plus de 20% de la population. Et on suivra ça. Nous, on a un correspondant qui suit la Turquie. Comme je disais, on l'avait eu la dernière fois depuis Ankara. Je crois qu'il était à Ankara. Oh non, il était à Istanbul, pardon. Istanbul, pour les manifestations. Il était à Istanbul. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit avec le journal. Comme je vous le disais, je vous invite à aller souvent sur le site... sur le site Luma, rubrique Monde, et vous trouvez les articles de nos correspondants. On se le disait un petit peu avant hors antenne, moi j'aimerais vraiment dans cette émission aussi donner la parole aux correspondants qui sont sur place. On a eu la chance d'avoir Pierre la dernière fois depuis la Turquie. Et pour nous, dites-nous aussi si pour vous c'est important et que ce serait cool d'avoir un visio avec quelqu'un qui est sur place. On parle des États-Unis, quelqu'un qui y est. Quand on parle de Nouvelle-Calédonie, quelqu'un qui pourrait y être aussi. C'est vrai qu'on a envie de mettre en valeur le travail des correspondants, pas seulement par leur super papier, mais aussi que vous puissiez vous familiariser avec eux et qu'on puisse aussi un peu vulgariser le travail des correspondants. C'est pas simple, il faut trouver des fixeurs. Ouais, mais en effet, comme le dit Sarah, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir
comment il travaille, et puis aussi quel est le ressenti par rapport à la société. Parce qu'on ne peut pas forcément tout mettre dans un papier, mais c'est vrai que de pouvoir expliquer, comme Pierre l'a fait quand il était en Turquie, ou d'autres, Christophe l'a fait, je crois, pendant la présidentielle américaine, mais en tout cas sur Twitch à quelques reprises. C'est vraiment expliquer, lui, son ressenti, c'est les rencontres qu'il a pu faire, comment réagit la population. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout mettre par écrit, et que des fois, c'est vrai de pouvoir l'expliquer et d'avoir un échange avec les lecteurs, c'est toujours intéressant et important. Ouais. Dites-nous si vous avez des questions à poser à Vadim par rapport à ça. C'est vrai que c'est difficile de parler du monde depuis Paris. Surtout quand je me pose la question, surtout quand on traite de l'actualité africaine, parler depuis Paris, ça a une connotation qui est beaucoup plus lourde qu'ailleurs. Et en général, mais je pense que c'est pareil en Nouvelle-Calédonie, quand on a parlé d'Haïti aussi, c'est important de ressentir un peu ce qui se passe sur place. On nous dit c'est une très bonne idée d'inviter des correspondants. Et écoutez, on va essayer de mettre en place les moyens techniques pour le faire. Et toute l'équipe est OK pour ça et on va essayer que ce soit possible. Une dernière question avant de passer au sujet suivant. Ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan, préparez vos questions si vous en avez. Est-ce que ça peut avoir une influence éventuelle pour une adhésion de la Turquie à l'UE ? L'adhésion de la Turquie à l'UE, c'est quelque chose qui court depuis très longtemps. Je me souviens qu'en primaire, quand j'étais en école primaire, on en parlait. Est-ce que ça peut avoir une influence, le fait de ne plus avoir ce conflit ? Potentiellement, mais je ne suis pas sûr qu'en tout cas aujourd'hui, la question de l'intégration de la Turquie à l'Union européenne, d'un commun accord, en tout cas, on semble que c'est totalement gelé. La Turquie n'y voit pas aujourd'hui d'intérêt, puisqu'elle arrive à avoir un vrai rôle au Moyen-Orient. Sans l'Union européenne. Elle a aussi des avantages puisqu'elle a un certain nombre d'accords économiques qu'elle a signés avec l'Union européenne. Donc finalement, plutôt que d'être au sein de l'Union européenne avec aussi des conséquences et des règles à respecter, aujourd'hui finalement elle a juste des accords par exemple aussi sur les réfugiés, un certain nombre de choses dont on reparlera d'ailleurs sur la Guinée, mais voilà, c'est ce type d'accord aussi. Elle a une rôle de porte fermée, on va dire, sur une route migratoire vers l'Europe. Donc elle a un certain nombre d'accords qui fait qu'aujourd'hui elle a peu d'intérêt à intégrer l'Union européenne. Donc voilà, et l'Union européenne à l'inverse a tout fait ces dernières années pour refuser en secret d'intégrer la Turquie en lui demandant un certain nombre de règles, de respect de règles démocratiques, puisque quand même c'est un des pays où il y a le plus de journalistes par exemple en prison, il y a plus aussi d'opposants qui sont en prison, donc voilà, c'est difficile d'accepter que la Turquie rejoigne aujourd'hui l'Union européenne en ne respectant pas un certain nombre de règles et d'état de droit. On en parlait tout à l'heure, si Erdogan par exemple rompt la constitution et décide de se présenter à nouveau pour une présidentielle, voilà, c'est tout un tas d'états de droit qui n'est pas respecté dans ce pays-là, quoi.